BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaim, notre globetrotter et puis notre bibliothécaire du jour. Ce sera Eva Jacot. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis grand animateur de la rubrique livre. Et Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School et président et critique de la Société d'économie politique. Il a toutes les casquettes, la Société d'économie politique. Jean-Marc Daniel, Jean-Marc, on commence avec votre choix, ce livre assez captivant sur le Japon de Karine Nishimura Poupée, La face cachée de la perfection. Oui, alors ce livre... Talendier. Chez Talendier, ce livre, effectivement, est écrit par quelqu'un qui, vu son nom, a un rapport privilégié au Japon. Elle a épousé, c'est une journaliste française qui a épousé un Japonais qui vit au Japon depuis une vingtaine d'années. Et elle raconte ce qu'elle appelle la face cachée du Japon. C'est on a une vision en général assez caricaturale du Japon, un pays où on peut perdre son portefeuille dans le métro, Oui. on le récupère au commissariat de police avec l'argent qu'il y avait dedans, un pays On où met pas d'antivol sur les vélos, où il n'y a etc. pas besoin de fermer la porte à clé parce qu'on n'est jamais volé, un pays où il n'y a pas de drogue, un pays où il n'y a pas de quartier de non-droit, etc. Et elle dit, alors tout ça est assez vrai, c'est vrai que le Japon est comme ça, mais il y a un revers de cette médaille. Et d'abord, le Japon est une démocratie, mais alors le livre est structuré par des chapitres qui commencent par un état des lieux, et puis ensuite elle donne le revers de la médaille, un peu son opinion personnelle. Alors elle commence par le monde politique, ensuite le monde de la presse, ensuite justement le monde de la criminalité, ensuite le monde de l'éducation. Elle passe comme ça en revue un certain nombre de sujets. Et à chaque fois, elle dit, en fait, derrière tout ça, il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de faux semblants, une certaine forme d'hypocrisie. Elle dit, par exemple, il n'y a pas de drogue au Japon, mais c'est un des pays où on consomme le plus d'alcool et où le tabagisme est toujours extrêmement présent. Et il n'y a pas de criminels au Japon, mais effectivement, il y a les célèbres Yakuza. Alors, j'ai appris ce que ça voulait dire, Yakuza. Yakuza, ça veut dire gens violents, ensemble de gens violents, de gens asociaux. Et donc les Yakuza, effectivement, ils font en sorte qu'il n'y a pas de crime quand il y a une réunion du G7 au Japon, parce qu'il y a l'honneur du Japon qui est en jeu, et donc ils se débrouillent pour qu'il y ait absolument aucune manifestation criminelle sous quelque forme que ce soit. Mais de notre côté, il y a aussi des petits voyous qui se disputent, il y a aussi des combats de rue, il y a aussi des choses qui sont des choses comme dans tous les pays développés. Et la conclusion de tout ça, et elle insiste là-dessus, c'est que en fait, le Japon est un pays qui est en déclin, pas uniquement économique, parce qu'elle constate, mais une sorte de déclin moral, une sorte de déclin psychique, psychologique. Il y a de plus en plus de célibataires. Non seulement il y a de plus en plus de vieux, mais il y a de plus en plus de célibataires. Elle donne le nombre de gens qui vivent seuls en disant que c'est en train de restructurer complètement les villes. C'est-à-dire que maintenant, on ne conçoit plus l'urbanisme que pour des appartements avec une seule personne. Et elle dit, en plus, les Japonais le vivent en disant, bon, ben, on va disparaître, personne ne nous regrettera. On était un petit pays isolé, loin de tout, une île, et bon, personne ne nous regrettera. Alors après, elle raconte, pour conclure, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est elle dit, et puis il y a même les traditions les plus fortes disparaissent. On a fait des funérailles nationales à Shinzo Abe quand il a été assassiné, le Premier ministre, et elle dit ça, c'est invraisemblable. On ne fait jamais de funérailles nationales que pour l'empereur. Voilà, pour quelqu'un d'autre que l'empereur. Et donc, on a fait des funérailles nationales pour le Premier ministre, quel qu'ait pu être son rôle et quelle qu'ait pu être sa popularité. Elle dit c'est véritablement une sorte de déclin, d'affaissement du Japon. J'ai trouvé ce livre passionnant, bien écrit, avec une petite pointe à la fois d'humour et de sympathie pour ce pays, qui fait que je recommande fortement sa lecture. Christian, cette vision d'un Japon un peu désabusé, résigné. C'est la face cassée du Japon, pas la face cachée, c'est la face cassée Belle du formule, Japon. belle formule. Excellent. Excellent, il est en pleine forme. Ah, magnifique. Alors moi je connais rien au Japon, j'ai un pays dans lequel j'ai jamais mis les pieds, et je m'y intéresse comme économiste, j'ai grandi comme économiste dans les années 80-90, évidemment le Japon était là. Moi, ce que je connaissais du Japon, c'est Robert Boyer, ce qu'il en écrit sur le rapport salarial au Japon. Et il y a un politiste français qui s'appelle Jean-Marie Bouissou, Série, qui est le grand spécialiste du Japon. Et moi, je ne connais le Japon que par les livres de ces auteurs-là. Et ces auteurs, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de tracer la dynamique économique
la dynamique économique du Japon. Là, malheureusement, sur l'économie, il n'y a pas grand-chose. Il faut dire que la politique économique, la macro, même la vie au sein de l'entreprise, parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, plus c'est journaliste, qui écrit sur la société japonaise, la vie au sein de l'entreprise japonaise, on n'en sait pas plus. Et du coup, il m'a manqué un axe, une problématique, un angle. Là, c'est un peu patchwork. Jean-Marc l'a dit, un coup on parle d'éducation, un coup on parle de sécurité, un coup on parle de la vie politique, puis un autre chapitre, les Yakuza. Moi, il m'a manqué un angle. Du coup, j'étais un peu un touriste étranger en train de visiter un musée virtuellement, parce que je ne suis même pas dans le pays. Et là, on me dit, oh, regardez, ça c'est la vitrine politique. Alors en fait, c'est plein de gens qui sont un peu corrompus, un peu népotiques et très hiérarchiques. Il n'y a pas de contre-pouvoir interne. Alors, ma pauvre consoeur, enfin notre pauvre consoeur, parce que le chapitre sur les médias, sur la liberté surveillée des médias, c'est pas du tout le même travail que nous. Il faut renvoyer les questions à l'avance. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans une conférence de presse. Le ministre, il vous lit ce que l'administration a proposé, a écrit avant de la première à la dernière ligne. C'est très, très difficile, visiblement, de faire son métier de journaliste. Et si on veut un petit peu secouer, vous partez couvrir un conflit à l'étranger, vous faites prendre, tant pis, il ne fallait pas y aller, mon gars. Vous ne serez pas aidé par la diplomatie locale. On passe un peu par tous ceux qu'on connaît un peu sur le système politique. Alors, sur les Yakuza, moi, j'ai découvert qu'effectivement, à côté des Yakuza présentés comme une organisation très ordonnée, il y avait les Angourés, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais des petits délinquants qui mettent quand même un peu le bazar dans la rue, qui attaquent les gens. Une société très patriarcale. Alors, elle nous dit, attention, l'image de la petite femme japonaise qui dit toujours oui, non, ça marche pas comme ça, les femmes ont aussi une place, mais rien n'est fait dans le système économique, politique, social japonais pour que les femmes puissent prendre de place. Une femme qui fait carrière est vraiment très, très mal vue, etc., etc. On passe tout en revue. Et moi, encore une fois, il m'a manqué un axe, une problématique pour que je sache où va ce Japon. Pour un Japonais, pour un étranger qui vit au Japon, on dit, il y a la façade, mais quand on vit là-bas, regardez ce qu'il y a derrière, je pense que c'est intéressant. Pour nous, étrangers, je pense qu'on reste un peu trop étrangers. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans les entreprises japonaises, relisez le fameux Amélie Nothomb. Stupeur et tremblement. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Ça commence à dater un peu. Ça commence à dater un peu, mais c'était quand même une plongée incroyable dans le quotidien de l'entreprise japonaise. Et on passe à votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Michael Liopard, Aux origines d'AZF. Alors j'avoue que quand j'ai reçu le livre, je me suis dit je vais jeter un œil, mais franchement, la production d'azote en France dans l'entre-deux-guerres, c'est quand même un sujet un petit peu pointu. Et puis, allant dans le livre, j'ai été pris. Pourquoi ? Parce que à mon sens, c'est un exemple précis, concret, bien analysé de ce que c'est une politique publique, une politique industrielle en France, sur un cas bien particulier, mais que c'est vraiment très démonstratif. L'histoire, elle est facile à comprendre. Au sortir de la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'on manque de production d'azote en France. On peut en apporter, mais en France, on n'en a pas. Or, les militaires en ont besoin pour faire des explosifs, les agriculteurs en ont besoin pour avoir de l'engrais azoté pour pouvoir développer leur productivité. On n'en a pas. Il faut qu'on en produise en France. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on demande aux entreprises privées ? Il y a Kuhlmann, il y a Saint-Gobain qui en font. Oui, mais ça ne marche pas. Donc, on va faire une entreprise publique. Est-ce qu'elle est publique tout seul ou un partenariat public-privé ? Le livre nous raconte pourquoi ça ne marche pas. On va faire une entreprise publique, mais originale dès le début, une autonomie de gestion, en pleine concurrence. Vous vous débrouillez tout seul. Vous n'aurez pas d'aide publique pour pouvoir vous développer. Débrouillez-vous, faites votre marché dans l'économie de marché, soyez concurrentiel. Où est-ce qu'on va la mettre ? Normalement, il ne faut pas la mettre à Toulouse parce que pour avoir les produits dont on a besoin, ce n'est pas le meilleur endroit. Oui, sauf que c'est loin de la frontière allemande, donc si les Allemands reviennent, autant qu'on se mette loin. Donc on va la mettre à Toulouse. Quel procédé technologique on va utiliser ? Là, pareil, un procédé français ou un procédé allemand qui existe déjà ? Grosse bataille entre les deux. Finalement, on prend l'allemand, mais il y a des intérêts privés français qui arrivent à se mettre dedans, donc on met des bouts d'allemand, des bouts de français. C'est le bazar total, ça ne marche pas finalement. On va chercher le procédé allemand, on le met en place, et à la fin des années 20, donc tout ça est créé en 1924, donc c'est l'Office national industriel de l'azote, l'ONIA, qui est le prédécesseur d'AZF, c'est pour ça qu'on parle d'AZF sur la couverture. Finalement, à la fin des années 20, ça marche. Sauf que arrive la crise des années 30, dépression, plus de demande. Et en même temps, beaucoup de producteurs européens se sont développés, surproduction, en même temps qu'il n'y a pas de demande, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut monter en gamme, diversifier l'offre et monter en gamme pour s'en sortir. Les entreprises privées disent on ne peut pas. L'État, 1931, commande publique de la part de l'armée,
qui va dégager des crédits publics, qui va nourrir l'innovation. Et c'est comme ça que le public va commencer à supplanter le privé. Sauf que pour arriver à se développer, il faut quand même un peu de protectionnisme. Ah, mais les agriculteurs disent, attendez, avec du protectionnisme, vous allez augmenter le prix de mes engrais azotés, moi ça va pas. Donc bataille entre les intérêts privés, ceux de l'azote et ceux de l'agriculture. Le récit est fait par l'historien, c'est absolument fascinant. Finalement, on arrive à 38. L'Anschluss, alors là, c'est la commande publique à fond, parce que là, les militaires se disent, après l'Anschluss, ça va y avoir la guerre. Donc, c'est les militaires qui font beaucoup de commandes publiques. L'entreprise va bien se développer. Après-guerre, elle se développe jusqu'aux années 60, avant de péricliter. Une vraie explication de ce que c'est qu'une politique industrielle, avec juste, je finis un dernier mot, il y a 2 chapitres sur comment l'État gère ses employés. Il les gère très, très mal. Précarité, discipline de gardien de prison, faible rémunération. Il faudra attendre le Front populaire pour avoir un petit peu amélioré. Il sera cassé par Daladier en 38. Il faudra attendre De Gaulle après-guerre pour qu'enfin ces gens soient bien traités. Jean-Marc Daniel. Oui, alors effectivement, moi j'ai eu un peu le même sentiment que Christian au début, ça va être long et fastidieux, et j'ai trouvé que c'était quand même assez long et fastidieux. C'est quand même un problème très très particulier. C'est l'histoire de cette organisation, donc l'ONIA installée à Toulouse entre 1920 et 1940. AZF est juste un titre d'appel. Hein. AZF n'apparaît pas dans le livre. AZF apparaît dans l'introduction en disant que AZF est l'héritier de cette entreprise, mais que on va étudier. Alors effectivement, c'est une thèse de doctorat. Je salue le travail des éditeurs et de l'auteur, parce que assez souvent... Ça m'a rendu lisible une thèse Oui, de doctorat. oui, absolument. tout à fait. Assez souvent les thèses de doctorat. Or là, effectivement, il y a un effort de... Mais il y aurait eu, bon, à mon avis, on aurait pu réduire considérablement le texte en rentrant énormément de détails. On se perd. Et franchement, enfin, tout à l'heure, Christian disait, moi, le Japon, il met un peu extérieur. Moi, l'azote met un peu extérieur aussi. Hein. Les enjeux autour de la production d'azote sont un peu extérieurs. Je salue le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, assez vite, vont décrocher. Alors, là où je rejoins Christian, la partie sur la gestion du personnel, sur le fait d'abord que les syndicats étaient obsédés par une chose, obtenir le statut de fonctionnaire pour avoir la sécurité de l'emploi. La seule revendication de la CGT, il explique bien assez bien, c'est surtout à partir des années 30, quand commence à arriver la crise et tout ça, et en face, l'État qui, lui, donc, le refuse et qui se comporte de façon inqualifiable. Ça, c'est vrai que c'est incroyable la façon dont... Et puis, bon, il y a une personnalité, c'est Georges Patard, que je salue avec d'autant plus d'émotion que c'est un de mes anciens. Et donc, Georges Patard, l'archétype du polytechnicien, totalement borné. Enfin. Et donc, vous êtes le digne fils spirituel. Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco.